La tempête grondait comme une amande trahie déchirant les plaines sauvages du Gers, un soir d'automne 1892. Moi, Antoine Delacroix, vagabond solitaire, poussais mon vieux cheval fatigué vers la faible lumière vacillante de l'abri de Jeanne, une pension isolée plantée au milieu de nulle part, dans le village endormi de Saint-Giron. La pluie s'accrochait à mon manteau de cuir, épousant les lignes dures de mes épaules, tandis que mes yeux sombres plissaient sous ce déluge incessant. Tout ce que je désirais, c'était un lit sec, un repas chaud, une échappée fugace de la route qui me menait à Toulouse. En attachant mon cheval au porche bancal, deux silhouettes féminines m'observaient depuis la fenêtre, leur forme douce et ombragée à la lueur tremblante de la lampe à huile. Jeanne, 45 ans, aux traits usés mais à la silhouette encore fière, se penchait légèrement, sa robe en velours bleu marine moulant ses hanches généreuses, un sourire lent et provoquant jouait sur ses lèvres fines, mais ses yeux perçants trahissaient une dureté glaciale. À ses côtés, Élise, plus jeune, la trentaine, penchée sur sa couture, sa blouse blanche tombant légèrement sur son épaule, dévoilant une peau douce et claire, ses doigts tremblaient tandis que son regard fuyait le mien, plein d'une peur muette qui semblait supplier un secours. L'air n'était pas seulement chargé d'orage, il portait une odeur amère, pas seulement celle de la pluie, mais celle d'un secret toxique, d'un danger tapi. Ma main s'est instinctivement posée près de mon revolver, mon cœur battait plus fort. Ce n'était pas un refuge, c'était un piège, un leurre tissé de promesses sucrées et d'interdits brûlants. Un homme qui cherche un abri peut-il résister à l'appel de telle beauté dangereuse? Je poussai la porte grinçante de l'abri de Jeanne. La pluie dégoulinait de mon chapeau, et la fatigue de 3 jours de chevauchée s'enfonçait dans mes os. Le petit salon était chauffé par un feu qui crépitait comme un avertissement, l'atmosphère lourde de secrets trop épais pour respirer. Jeanne s'avança vers moi, sa robe usée dessinant la courbe de ses hanches à chaque pas, une danse lente qui capturait mon regard malgré l'alarme dans ma poitrine. Un homme comme toi a besoin de se réchauffer, murmura-t-elle d'une voix douce, mielleuse, en versant du whisky dans un verre ébréché. Ses doigts effleurèrent les miens avec intention, envoyant une étincelle dans mes veines, réveillant des souvenirs d'autres nuits, d'avant que le deuil ne creuse un vide dans mon cœur. Élise, assise près de l'âtre, ses mèches blondes captant la lumière du feu, baissa la tête sur son ouvrage. Sa blouse, glissant doucement, laissait entrevoir le galbe délicat de sa poitrine. Ses mains tremblaient, une aiguille lui piquant le doigt, elle étouffa un petit cri, pressant le sang contre ses lèvres. Nos regards se croisèrent, et Gilles eut une terreur muette, celle d'une biche prise au piège. Était-elle prisonnière ici ou jouait-elle un rôle? Un souvenir brutal me traversa, mon frère, saignant sur une route poussiéreuse un soir sans lune. Je serrai le verre de whisky, avalant la douleur. Tu as fait un long chemin, étranger, demanda Jeanne, s'approchant, son souffle chaud caressant mon oreille, un mélange de lavande et d'amertume plus tranchante encore que la pluie. Redoute, répondis-je d'une voix ferme, juste de passage. J'ai besoin d'un lit, d'un peu de nourriture. Elle sourit, un sourire qui ne touchait pas ses yeux, la route est longue pour un homme seul. Ses yeux cherchaient une faille dans mon armure. Je hochai la tête, buvant une gorgée de whisky qui laissa un goût amer, comme du poison ou le même que j'avais goûté dans le Nevada, quand des voleurs de terre avaient tenté leur chance contre moi. L'aiguille d'Élise glissa à nouveau, tombant sur le plancher. Le sourire de Jeanne se fit plus dur. Fais attention, enfant. On ne peut pas gâcher la dentelle de Madame Carvet. Ce nom me frappa comme un coup de couteau. Jean Carvet, le marchand disparu, c'était pour lui que j'étais venu, suivant des rumeurs de voyageurs disparus. Élise sursauta, son regard fuyant vers une porte au fond de la pièce. Un mauvais pressentiment me noua l'estomac, ce lieu n'était pas un refuge, c'était un piège enveloppé de lumière douce et de promesses feutrées. Jeanne effleura mon bras en débarrassant la table, son toucher audacieux et prolongé réveillant une faim que je croyais enfouie. J'étais un homme seul depuis trop longtemps, et sa proximité m'attirait, me poussait à oublier le danger. Mais le poids de la mort de mon frère, la culpabilité de ne pas avoir pu le sauver, me maintenait en alerte. Je posai le verre, feignant l'aisance, mais mes doigts restaient près de mon revolver. Quel que soit le jeu de ces femmes, je savais qu'il me faudrait plus que du whisky pour m'en sortir vivant. Je me suis assis à la vieille table en chêne, les marques du temps creusant chaque fissure comme des cicatrices. Devant moi, un bol de pot-au-feu fumant dégageait une odeur âcre, mêlant la viande de bœuf et une pointe amère qui me serra la gorge. Jeanne se tenait près de moi, ses mouvements lents et calculés, comme une danseuse qui connaît son rôle par cœur. Sa taille fine se dessinait sous la lumière vacillante, la jupe de son corsage en velours bleu serré sur ses hanches généreuses, chaque pas soulignant la cambrure de son dos. « Mange, Antoine »
murmura-t-elle d'une voix douce, presque un murmure de velours. Un homme a besoin de reprendre des forces dans ce pays sauvage. Ses doigts glissèrent sur mon poignet, chaud et léger, déclenchant un frisson que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une mélodie dangereuse, où le désir se mêlait à la méfiance. Je plongeai la cuillère dans le bouillon. Le goût âcre était plus prononcé, comme un avertissement, un poison subtil. Mes yeux glissèrent vers Élise, toujours près de l'âtre, le visage baigné de la lumière vacillante. Sa blouse blanche tombait légèrement sur son épaule, dévoilant la peau tendre de son cou. Elle abaissa la tête sur son ouvrage, ses mains tremblant tandis que l'aiguille lui perça à nouveau le doigt. Un petit cri étouffé s'échappa, ses lèvres pressant la blessure dans un geste désespéré. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et je lus dans ses yeux une détresse profonde, comme si elle hurlait sans voix. Était-elle une prisonnière résignée, ou jouait-elle une comédie habile? Je repensai à mon frère, étendu sur cette route poussiéreuse, le sang coulant lentement, et la promesse que je m'étais faite de ne plus jamais faillir. Je repoussai la soupe, feignant la satiété. Très bon, madame, mais je suis plus fatigué que vraiment affamé, dis-je, le ton calme mais ferme. Jeanne esquissa un sourire, mais ses yeux s'étaient durcis, acérés comme une lame. Fatigué, hein? Ne t'en fais pas, ta chambre est prête à l'étage. Propre et chaude. Elle se détourna, ses hanches se balançant avec une assurance presque provocante, le léger froissement de sa jupe en velours résonnant dans le silence de la pièce. Élise laissa tomber son aiguille une fois de plus, mais cette fois, elle ne la ramassa pas. D'un geste rapide, presque paniqué, elle glissa un petit carnet dans une fissure du mur, cachant son secret avant que Jeanne ne puisse revenir. Je l'ai vu. Mon estomac s'est noué, ce n'était pas l'acte d'une simple fille apeurée, mais celui d'une conspiratrice calculatrice. Jeanne s'en est toujours bien sortie avec ses invités, murmura Élise, le regard fixé sur moi, son ton à peine audible, mais chargé d'une urgence palpable. Sa voix tremblait, entre peur et défi. Jeanne éclata d'un rire sec et tranchant, brisant la tension d'un coup, on ne voit pas souvent des voyageurs par ici. Ce genre de nuit, c'est rare. Toi, Antoine, tu rends la soirée spéciale. Elle s'approcha, posant sa main sur la table près de moi, ses doigts effleurant le bord de ma manche, une caresse qui brûlait plus qu'elle ne refroidissait. Un bruit sourd, un grincement léger. Ce n'était pas le vent, mais des pas lourds sur le bois humide. Ma main glissa instinctivement vers mon revolver, mes sens en alerte maximale. Le sourire de Jeanne se figea. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent, se tournant vers la porte d'entrée. Leur souffle se coupa, la lumière dansante projetait des ombres qui semblaient danser comme des spectres. Je savais alors une chose, ce piège se refermait, et je n'étais pas prêt à me laisser attraper. Je montai les escaliers étroits, chaque marche grinçant sous mon poids, comme si la maison elle-même protestait contre mon intrusion. Mes jambes, lourdes de la route, tremblaient légèrement, mais mon esprit restait affûté, tendu comme un arc prêt à lâcher sa flèche. Jeanne me précédait, sa silhouette se découpant dans la faible lumière de la lanterne qu'elle tenait à la main. Sa robe de velours bleu glissait doucement, dévoilant par intermittence la peau claire de ses mollets jusqu'à ses bottines en cuir souple, usées mais élégantes. Elle se retourna, un sourire lent et entendu illuminant son visage, ses lèvres rouges formant une invitation silencieuse et dangereuse. La deuxième porte à droite, murmura-t-elle d'une voix douce, presque un souffle de soie. Ses doigts caressèrent la rampe en bois, le bout de ses ongles vernis effleurant la surface avec une lenteur provocante. L'air était chargé d'une odeur mêlée de bois ancien et d'une pointe métallique, comme le goût amer du poison que j'avais senti dans le pot-au-feu. Mon cœur battait la chamade, tandis que la voix de mon frère résonnait en moi, son dernier appel désespéré, « Ne me laisse pas tomber, Antoine ?» La chambre était étrangement propre, presque trop. Les draps blancs étaient impeccables, tirés avec soin sur un matelas ferme. Une petite table de toilette reflétait la lueur vacillante de la lampe à pétrole. Jeanne s'arrêta dans l'encadrement de la porte, son corps à moitié tourné vers moi, la courbe sensuelle de sa poitrine dessinée par la lumière douce. « Repose-toi bien, Antoine, dit-elle, sa voix basse, presque un murmure chargé de promesses et de menaces. Ses yeux, noirs et profonds, semblaient vouloir m'enchaîner. Je hochai la tête, la gorge serrée, luttant contre l'envie de céder à cette chaleur qui m'envahissait après tant de solitude. Elle fit un pas vers moi, sa main effleurant ma poitrine, ses doigts glissant sur le cuir trempé de pluie de mon manteau. Pendant un instant, je laissai cette sensation m'engloutir, le contact brûlant, la tentation sourde. Mais je le rappelai à l'ordre, saisissant sa main pour l'arrêter, ma voix rauque et ferme, « Merci, madame,
je me débrouillerai. Son sourire vacilla, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un éclat métallique attira mon regard sous le lit. Une bague en argent gravée des initiales, Gilles Carvé, reposait là, froide et immobile comme un témoin silencieux. Mon sang se glaça. Jean Carvé, le marchand disparu, celui que je cherchais. Je m'agenouillai, les doigts serrant la bague, quand un pli de papier froissé attira mon attention derrière la petite table de toilette. Je le dépliai avec précaution, les mots griffonnés à la hâte me frappèrent au cœur, dis à mes filles que je reviens. Un poids m'écrasa la poitrine. Ce n'était pas un refuge. C'était une tombe. Jeanne eut un léger hoquet, sa main glissa sur mon épaule, froide comme la mort. Elle avait vu. Son regard changea, devenant dur et tranchant, sa voix se fit glaciale. Curieux, toi, murmura-t-elle, son corps pressant contre le mien, la courbe de ses hanches effleurant mon flanc alors qu'elle s'approchait, ses lèvres près de mon oreille. Le mélange de désir et de menace me brûlait la peau. Mais avant que je puisse reculer, un craquement net déchira la nuit, des bottes claquant lourdement sur le plancher en bois. La voix d'Élise, aiguë et tendue, s'éleva du bas, « Jeanne, ils arrivent. » Le charme se brisa. Jeanne recula, le visage durci, tandis qu'un éclair de rage traversait ses traits. Je savais que le piège se refermait, et cette fois, il n'y aurait pas de fuite facile. Je descendis les escaliers en silence, mon revolver serré dans une main, l'autre crispé autour de la lettre froissée. La lueur tremblante de la lampe à huile dessinait des ombres mouvantes sur les murs décrépits de la pension. Jeanne avançait devant moi, son corps ondulant sous la robe de velours bleu, la traîne effleurant le plancher poussiéreux. Ses yeux, d'un noir profond, étaient désormais durs, presque méchants, comme une lionne prête à défendre sa proie. Élise se tenait près de la porte d'entrée, le souffle court, les joues rosies par la peur et la pluie. Sa blouse blanche, défaite sur une épaule, laissait apercevoir le galbe délicat de son cou et la peau diaphane de son épaule nue. Ses doigts tremblaient alors qu'elle serrait contre elle un carnet usé, comme un talisman. Dehors, la pluie battait toujours, martelant le toit de la pension, mais ce qui dominait, c'étaient les pas lourds et décidés des hommes qui encerclaient la maison. Des lanternes balançaient, projetant des faisceaux nerveux à travers le rideau d'eau. Je reconnus la voix rauque de Marcel le vautour du bois, un chasseur de primes notoire dans la région, son accent rugueux tranchant l'air humide. Où est le vagabond, grognatait-il, son souffle formant des nuages dans la nuit froide. Je pressai mon dos contre le mur, le cœur battant à tout rompre. La bague brûlait dans ma paume, le poids des souvenirs et de la vengeance se mêlant à la peur viscérale. Jeanne, d'un geste vif, fit signe à Élise de se taire, puis se tourna vers moi avec un sourire cruel. « Tu aurais dû manger ta soupe, Antoine, » murmura-t-elle, ses doigts effleurant la crosse de mon revolver posé sur la table. Un éclair de colère me traversa. Je n'étais pas une proie facile, et même pris au piège, je n'allais pas me laisser faire. Pourtant, la peur d'Élise me serrait le cœur. Était-elle complice ou victime? Un craquement soudain attira mon attention vers la porte arrière. Celle-ci s'ouvrit brusquement, révélant une silhouette massive. C'était un homme grand, à la barbe grisonnante, les yeux durs comme l'acier, Henri Lemoine, un ancien soldat devenu mercenaire. Il scruta la pièce, ses bottes mouillées claquant sur le plancher. « On ne joue pas avec le vautour », lança-t-il, le ton menaçant. Je m'avançai lentement, le revolver prêt, le regard fixé sur Jeanne. La tension dans la pièce était palpable, électrique. Jeanne croisa mon regard, ses lèvres s'étirèrent en un sourire mauvais. « Ce soir, Antoine, tu vas comprendre que certains secrets ne doivent pas être dérangés, » dit-elle, sa voix glacée. Mais avant que la situation ne dégénère, un cri perça l'air, un cri déchirant, venu de l'étage. Élise. Tous nos regards se tournèrent vers l'escalier. Le piège se refermait plus vite que prévu. Le cri d'Élise résonna dans la maison, un son désespéré et brisé qui fit vibrer chaque planche du vieux parquet sous nos pieds. Sans réfléchir, je bondis vers l'escalier, le revolver levé, tandis que Jeanne lançait un rire amer, ses talons claquant contre les marches dans une cadence provocante. Sa robe de velours bleu glissait sur ses cuisses, dévoilant par instants une jarretière noire, un détail qui contrastait avec la froideur de ses yeux. « Ne bouge pas, Antoine » cria Élise, la voix tremblante, tandis qu'elle luttait contre une force invisible. Je montai les marches deux par deux, chaque respiration me brûlant les poumons comme si j'avais couru un marathon. Arrivé à l'étage, je la vis, Élise, prise dans l'étreinte brutale d'une silhouette sombre. Son visage était pâle, ses yeux pleins de terreur et de défi,
sa blouse défaite laissait entrevoir la peau délicate de ses épaules. Lâche-la, ordonnai-je, le revolver braqué sur l'homme. Il se retourna lentement, révélant un visage marqué par la vie rude des champs, une cicatrice traversant sa joue gauche. C'était Paul Marchand, un ancien voleur de grands chemins repenti, mais dont la loyauté semblait aussi changeante que le vent dans les Pyrénées. « Antoine, tu devrais réfléchir à 2 fois avant de venir troubler la paix ici, » grogna-t-il, serrant Élise d'une main ferme. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, mais la rage couvrait la peur. Sans hésiter, je tirai un coup de feu. Le tir fit vibrer l'air, et la balle siffla près de l'épaule de Marchand, qui lâcha Élise en jurant. Elle tomba à genoux, haletante, tandis que je me précipitais vers elle, posant une main protectrice sur son dos. « Ça va aller, » murmurai-je, même si le doute me rongeait. Jeanne apparut alors au sommet de l'escalier, ses yeux flamboyants d'une colère glaciale. Elle serrait un couteau ancien, la lame scintillant sous la faible lumière. « Vous pensez vraiment pouvoir m'échapper » cracha-t-elle, sa voix emplie de venin. Le combat semblait inévitable. Jeanne descendit lentement, sa robe s'ouvrant sur une jambe musclée, ses talons claquant avec une détermination féroce. Chaque mouvement était une invitation et une menace, un jeu dangereux qui me tenait en haleine. Je serrai le revolver, prêt à défendre Élise et moi-même contre cette tempête humaine. Mais au fond de moi, une question brûlait, qui était vraiment cette femme? Une maîtresse du mensonge, ou une victime de son propre piège? Et alors, un bruit sourd explosa à l'extérieur, suivi d'un cri étouffé. Quelque chose ou quelqu'un venait de franchir la barrière de la nuit, bouleversant l'équilibre fragile de cette nuit d'orage. Le fracas à l'extérieur déchira le silence lourd de la maison, un mélange de bois qui craque et de voix hurlantes noyées par la pluie battante. Jeanne se figea, ses prunelles noires scrutant la porte d'entrée comme si elle attendait une menace invisible. Sa robe de velours ondula tandis qu'elle se retournait lentement, dévoilant la ligne parfaite de son dos nu, la peau luisante sous la lumière tremblante de la lampe. Un moment suspendu, entre la séduction et le danger. Je saisis l'occasion, saisissant Élise par la main pour la tirer vers la fenêtre. La pluie glissait sur le verre embué, brouillant la vision des hommes qui s'approchaient. Leurs silhouettes se découpaient dans la nuit, des ombres menaçantes armées de fusils et de cordes. « Antoine, » murmura Élise, la voix brisée, « ils veulent nous faire taire. » Je sentais chaque muscle tendu, prêt à bondir, tandis que Jeanne avançait vers nous, un sourire cruel étirant ses lèvres rouges. « Vous ne quitterez pas cet endroit vivant, » souffla-t-elle, sa voix chargée d'un venin glacé. Mais avant qu'elle ne puisse faire un geste, la porte vola en éclats sous un coup de pied brutal. Des hommes armés envahirent la pièce, leurs bottes martelant le sol humide. Parmi eux, Marcel le vautour du bois, son regard impitoyable fixé sur moi. Je pressai Élise contre moi, mon revolver braqué, chaque seconde comptait. Le feu dans la cheminée lançait des éclats orangés sur les visages tendus, créant un balai macabre de lumière et d'ombre. Un combat éclata, brutal et désordonné. Jeanne se jeta sur moi, ses doigts cherchant mon cou dans une étreinte mortelle. Sa robe glissa encore, révélant une cicatrice fine sur sa cuisse, comme une marque de son passé violent. J'échappai de justesse à son emprise, ripostant avec la force du désespoir. Élise, malgré sa peur, trouva le courage de saisir un tisonnier, frappant un homme qui s'approchait trop près. Ses mouvements maladroits mais déterminés témoignaient d'une volonté farouche de survivre. La bataille faisait rage, le bois grinçant sous les coups, la fumée du feu mêlée à l'odeur âcre de la sueur et du sang. Je savais que chaque instant pouvait être le dernier. Soudain, un cri retentit à l'étage, la voix rauque d'un homme, un ordre, un appel à la fuite ou à la vengeance. Le chaos s'intensifia, les hommes se déchirant entre eux, la loyauté fragile comme un fil prêt à se rompre. Au milieu de ce tumulte, un détail attira mon attention, Jeanne, le visage figé par une terreur soudaine, regardant vers la porte arrière, comme si une menace encore plus grande se profilait. Et c'est alors que je compris, ce n'était pas seulement une lutte pour la survie ce soir. C'était le début d'une guerre dont les enjeux dépassaient de loin cette petite pension isolée. Le tumulte s'amplifiait, les éclats de voix et les coups résonnant dans chaque recoin de la vieille bâtisse. Je glissais derrière un meuble renversé, le cœur battant à tout rompre, tandis que Jeanne lançait des ordres d'une voix glaciale, ses yeux étincelant d'une froide détermination. Sa robe de velours bleu, désormais froissée, laissait entrevoir la peau douce et pâle de ses épaules nues, un contraste saisissant avec la brutalité de ses gestes. Élise, tremblante mais résolue, se tenait près de moi, serrant toujours le carnet qu'elle avait caché plus tôt. Ce carnet, j'en étais sûr,
contenait la clé de ce mystère, un secret que Jeanne voulait à tout prix garder enfoui dans les ténèbres. Une porte claqua violemment à l'étage, suivie d'un cri rauque. L'un des hommes, Marcel, semblait avoir perdu patience, sa silhouette massive avançant vers l'escalier, prêt à en découdre. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, une ombre surgit derrière lui, Laura Granger. Elle était là, debout comme une apparition, son manteau trempé collé à sa silhouette élancée. Sa blouse, légèrement défaite, laissait deviner la délicate courbe de son cou et la ligne élégante de sa clavicule. Dans sa main droite, elle tenait fermement un revolver, son regard froid et déterminé balayant la pièce. « Lâchez vos armes » ordonna-t-elle d'une voix claire, tranchante comme une lame. Le silence s'abattit soudain, lourd et pesant, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Jeanne recula d'un pas, ses yeux se plissant, pleine de mépris et de colère. Laura, toujours aussi intrépide, cracha-t-elle, sa voix tremblant d'une rage contenue. Je sentis une bouffée d'espoir, Laura n'était pas une ennemie, mais une alliée, peut-être même la seule capable de démêler cette toile de mensonges et de trahison. Elle s'avança, les mains levées, chaque geste mesuré, conscient du danger. Son badge, accroché à sa ceinture, captait la lumière vacillante, symbole d'une justice fragile dans ce chaos. Je connais votre jeu, Jeanne. Ce piège, cette mascarade. Elle s'arrête ici. Un grondement sourd monta de l'extérieur, la tempête ne faiblissait pas, et au loin, le hurlement d'un loup se mêlait à celui du vent. Je réalisais alors que cette nuit ne serait pas seulement une lutte pour la survie, mais une bataille pour dévoiler la vérité cachée derrière les murs de l'abri de Jeanne. Et au cœur de cette tempête, Élise serrait toujours son carnet, prête à révéler ce que personne ne devait savoir. La tension dans la pièce était palpable, chaque souffle semblait suspendu dans l'air chargé de pluie et de fumée. Jeanne, figée dans son refus, serrait les poings, sa robe désormais déchirée sur une épaule, laissant entrevoir la peau blanche marquée par des cicatrices fines, vestiges d'un passé tourmenté. Son regard brûlait d'une colère sourde, mêlée à une peur qu'elle refusait d'admettre. Laura s'avança d'un pas décidé, son manteau trempé battant doucement contre ses jambes, ses bottines noires laissant des traces humides sur le vieux parquet. Son revolver pointé vers Jeanne, elle ne sciait pas, déterminée à faire éclater la vérité. Élise, toujours à mes côtés, ouvrit enfin la bouche, sa voix tremblante mais claire, ce carnet, il contient tout. Les noms, les dates, les transactions. Jeanne n'est pas celle qu'elle prétend être. Je pris le carnet des mains d'Élise, les pages jaunies et froissées révélant une liste méticuleuse de noms, de sommes d'argent et de lieux. Des preuves d'un réseau criminel, un trafic qui s'étendait bien au-delà de cette pension isolée. Jeanne éclata d'un rire amer, un son qui résonna comme un glas funèbre dans la pièce. « Vous pensez m'arrêter avec ça ? Vous ne savez rien de ce que j'ai dû faire pour survivre. Ce monde est cruel, Antoine. » Je serrai les dents, le poids de ses paroles me frappant en plein cœur. Son passé, ses choix, tout semblait tissé dans une toile d'ombre et de sacrifice. Pourtant, la justice devait passer. Soudain, un craquement résonna derrière nous. La porte arrière vola en éclats, laissant entrer une silhouette masquée, enveloppée dans un manteau sombre. L'instant d'après, un coup de feu éclata, perçant le silence comme une décharge électrique. Laura poussa Élise derrière un meuble, tandis que moi, instinctivement, je me jetai à terre, le revolver braqué vers la nouvelle menace. La silhouette avança, retirant lentement sa capuche. C'était un homme, le visage marqué par la fatigue et la haine, les yeux brûlants d'une détermination froide. « Je suis venu remettre de l'ordre ici, » dit-il d'une voix rauque. « Et personne n'empêchera la justice de s'accomplir. » Je savais, à cet instant précis, que cette nuit ne se terminerait pas sans un prix à payer. Le mystère s'épaississait, et les vérités cachées menaçaient de tout emporter sur leur passage. L'homme se tenait là, immobile, son regard perçant comme une lame, son manteau trempé collant à son torse robuste. Derrière lui, la pluie continuait de s'abattre en rideaux épais, les éclairs zébrant le ciel chargé. Il s'avança lentement, chaque pas résonnant dans le silence oppressant de la vieille pension. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire » lança-t-il d'une voix grave, la menace palpable dans chaque syllabe. « Ce que vous croyez être justice n'est qu'un jeu d'ombre. » Je sentis la tension monter en moi, la peur mêlée à une étrange curiosité. Qui était cet homme, et quel rôle jouait-il dans ce drame qui se déroulait sous mes yeux? Laura se redressa, son revolver toujours braqué, ses yeux ne quittant pas l'inconnu. « Parle, ordonna-t-elle, la voix ferme. L'homme esquissa un sourire froid, dévoilant des dents serrées.
Je suis celui qui a tout orchestré, celui qui tient les fils de cette tragédie. Jeanne n'est qu'une pionne, un pion que j'ai déplacé sur cet échiquier. Un frisson me parcourut l'échine. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant un tableau bien plus sombre que ce que j'avais imaginé. Élise, blottie contre moi, serra le carnet contre sa poitrine, comme pour se protéger elle-même. « Alors, qui es-tu » demandai-je d'une voix rauque, le revolver pointé vers lui, prêt à tirer au moindre faux pas. Il s'approcha lentement, le visage éclairé par la lueur vacillante d'une chandelle. « On m'appelle le Faucon. » Un silence pesant suivit, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. « Le Faucon » répéta Laura, les yeux plissés, un éclair de reconnaissance traversant son regard. Je savais que cette nuit ne finirait pas sans révélation terrible, sans confrontation qui laisserait des cicatrices profondes. Le jeu venait de changer, et le vrai combat commençait maintenant. Mais alors que je levai le revolver, prêt à affronter ce nouvel ennemi, un grondement surmonta de la cave. Un bruit de chaînes traînées, de métal qui grince. Quelque chose d'autre, d'inattendu, se réveillait dans l'ombre. Le grondement survenant de la cave fit vibrer le plancher sous nos pieds, un écho lugubre qui semblait sortir des entrailles même de la maison. Tous les regards se tournèrent vers l'escalier menant à l'obscurité, où des chaînes traînaient lentement, raclant le mur avec un bruit métallique et menaçant. L'air devint plus lourd, chargé d'une tension électrique, comme si quelque chose d'invisible s'éveillait, prêt à surgir. Le Faucon, le visage dur et impassible, fronça les sourcils, ses yeux scrutant l'ombre avec prudence. Jeanne, blottie contre le mur, pâlit soudain, ses mains tremblantes cherchant un appui. Élise serra le carnet contre elle, ses yeux grands ouverts, l'effroi visible dans chaque battement de ses cils. « Qu'est-ce que c'est » murmura Laura, sa voix basse et tendue, son revolver toujours pointé vers l'obscurité. Je sentis mon cœur s'accélérer, un mélange d'adrénaline et d'appréhension. Lentement, une silhouette émergea de la pénombre, enveloppée dans des haillons, son visage caché sous une capuche usée. Ses mains, liées par des chaînes rouillées, raclaient le sol en avançant péniblement. Quand elle releva la tête, la lumière révéla un visage marqué par la souffrance et le temps, les yeux emplis d'une colère sourde et d'une douleur profonde. C'était une femme, mais elle portait en elle le poids d'un secret ancien, une vérité que personne n'osait affronter. « Je suis. » commença-t-elle d'une voix rauque, cassée par des années de silence, la mémoire de ce lieu. Un silence glacial s'abattit sur nous, chacun retenant son souffle. La pension, le piège, les mensonges, tout semblait converger vers cette femme enchaînée, gardienne d'un passé trop lourd à porter. Le Faucon recula d'un pas, son masque de contrôle vacillant face à cette présence inattendue. Jeanne fondit en larmes, brisée, tandis que Laura abaissa lentement son arme, fascinée et terrifiée à la fois. Moi, Antoine, je sentis une résolution nouvelle m'envahir. Cette nuit, j'avais cru chercher un refuge, une vérité, mais ce que j'avais découvert dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. La mémoire de l'abri de Jeanne allait enfin parler, et avec elle, les secrets enfouis allaient remonter à la surface, bouleversant à jamais nos destins. Le rideau tombe sur cette nuit d'orage, mais dans l'ombre, une question brûle encore, quel prix serons-nous prêts à payer pour la vérité ?